Rodaldy Curtis, le village des Rodaldiens. Sur ce tout premier cadastre, dit napoléonien, datant de 1836, nous découvrons la topographie de la commune de Rueilholcourt. Si les rues et places nous sont coutumières, car inchangées, malgré les 3 guerres qui nous séparent de la création de ce plan, notre curiosité sera attirée par le cours du Rue disparu qui alimentait jadis la mare du village. Nous pouvons observer le sentier de l'Arbrelotte et le cheminement qu'il empruntait à l'époque. Mangé par les cultures, ce tour de haie, encore appelé Pourchain de l'Arbrelotte sur ce plan, n'est plus qu'une minuscule impasse. Dans son prolongement, on y voit encore le sentier de la place, puis le Pourchain de la place, serpentant bientôt entre les jardins. Un dictionnaire géographique et administratif de 1902 nous en délivre des précisions. Rueilholcourt, Pas-de-Calais, commune de 876 habitants, 8 908 francs de revenus, 643 hectares, altitude comprise entre 110 et 125 mètres, à l'origine d'un ravin descendant à l'Ouette. Canton et poste de Bertincourt, 3 km. Arrondissement d'Arras, distant de 29 à 32 km à son sud-sud-est. Église, 2 écoles publiques, bureau de bienfaisance, fabrication de pièces d'horlogerie, brasserie, moulin, clocher fortifié de 1567, souterrain refuge. Au centre, à la croisée des routes d'Hydre à Hermy et de Bertincourt à Metz-en-Couture, se dresse la mairie et l'église. Des arbres immenses masquent la façade de la mairie. Dans ses murs, on y trouve la salle de classe de l'école communale des garçons. Ici, les écoliers sont perchés à la grille de la cour de récréation pour être présents sur cette carte postale d'avant 1914. L'église, dédiée à Saint-Pierre, date de 1567. De hauts murs de briques l'entourent pour préserver l'intimité des tombes du cimetière. À bien regarder cette carte postale, l'une des plus anciennes du village, il semble que l'électricité ne soit pas encore installée. L'indispensable transformateur, visible devant les murs du cimetière, sur d'autres photographies, n'est pas encore présent. Vers l'est, la rue de la Place nous mène en direction d'Hermy. Le clocher, vu de la rue de l'Église. Et de la rue Roquin, où nous trouvons la recette buraliste épicerie, et vers l'église, la manufacture de mouchoirs d'Herbécourt. En entrant dans Rueilholcourt par la route d'Ytre, nous passons sur la place de l'Arbrelotte. Quelques vieux arbres en décorent l'endroit. La brasserie Magnier se trouve à l'angle de la rue du Blancpain et de la route d'Ytre. Quelques pas plus loin, sur la droite, les journaliers de l'usine Thièbe posent devant l'entrée de l'établissement qui produisait des pièces d'horlogerie, balanciers et aiguilles, vendus à Paris.
Sur la place, alimentée par un ruisselet endémique lors de fortes pluies, la mare sert d'abreuvoir pour les bêtes du village. Autre vue de la place. L'abreuvoir est visible sur la gauche, entre les arbres. Près de la sortie du village, en direction de Bertincourt, se trouve la bascule de l'octroi. Au dos de cette carte postale plus que centenaire, notre correspondant nous a écrit ce petit mot. 21 novembre 1911. L'entrée du château où je suis en villégiature. Plus au nord, le train du chemin de fer reliant Vélu à Saint-Quentin, surnommé Vélu, accueille les voyageurs en gare de Bertincourt. Halte située entre les deux communes. La ligne sera ouverte en 1880, puis fermée fin 1955. À l'extrémité sud de la rue Roquin, la ferme Lebrette, mal orthographiée sur cette carte postale, déroule ses longs murs le long de la chaussée. À partir de 1905, c'est la période des grands travaux. Décidé depuis longtemps, le creusement du canal du Nord va débuter. À Rueilcourt, zone de partage des eaux, un tunnel sera creusé. En 1908, premier coup de pelle, premier coup de pioche. Voici l'entrée du tunnel de 4350 mètres. C'est impressionnant. Sa voûte sera parée de briques. On construit alors une briqueterie sur la route d'Ytre. Sur cette carte postale très intéressante, on peut y voir un des moulins sur pivot implantés sur la commune. Le chemin qui permettait d'accéder à ce moulin s'appelle toujours chemin du Blancpain. Le chantier est important. De nombreux ouvriers venant de toute la France et d'ailleurs exécutent les pénibles travaux. Le creusement du canal du Nord est bien engagé. La tête nord du souterrain et la tranchée sont maintenant bien visibles. Un excavateur électrique, moderne, alimenté par l'usine électrique d'Ytre, assure l'enlèvement des déblais. Devant l'entrée du souterrain en travaux, les ouvriers posent pour la photographie. Le travail est harassant. En 1909, les ouvriers mal payés se mettent en grève. Du matériel de chantier est détruit. Le conflit s'envenime. Le climat est délétère. L'armée est dépêchée pour mettre de l'ordre. Des militaires ici sont devant la mairie. Des soldats, rue de la Place, posent pour la photographie. Une compagnie de dragons surveille les chantiers pour éviter de nouveaux actes de sabotage. Les soldats seront cantonnés durant de longs mois dans le village et les communes des alentours. Le conflit cessera en mai 1910. Les travaux vont pouvoir reprendre sérieusement, mais la guerre 14-18 mettra fin au chantier, alors terminé aux 3/4. Le 1er août 1914, en fin d'après-midi, l'ordre de mobilisation générale
télégraphié, exécutable pour le lendemain, parvient au village. Comme toutes les communes de la région, Rueilcourt est envahi au dernier jour d'août 1914. Sur cette photographie, venant de la rue Roquin, passant devant la mairie, les troupes allemandes se dirigent vers la rue de la Place. Les Feldgrau nous laisseront quelques photographies intéressantes, prises de la mairie et du clocher. On peut y voir le transformateur et les poteaux électriques, invisibles sur les premières vues du village. L'Ovenhof, sur cette reproduction, peut se traduire par Maison des Lions. Cette photographie de l'occupant nous présente un Draken, saucisse volante, ou ballon d'observation à proximité du village. Les occupants, chez nous. Devant cette maison, réquisitionnée par le sous-lieutenant à Essen, son nom est sur l'écriteau, les prisonniers anglais sous bonne garde sont exposés à la curiosité du photographe. Ici, nous voyons l'exode des réfugiés du front de la Somme traversant le village, vue prise de la mare. Mars 1917, les Allemands raccourcissent la ligne de front et se replient derrière leur ligne Hindenburg, qui n'est pas très loin, au nord-est d'Avrincourt. Mais avant de reculer et pendant plus de 15 jours, ils pratiqueront la politique de la terre brûlée, déportation des habitants, destruction massive et systématique des bâtiments, des récoltes, des vergers, empoisonnement des puits. La 4e armée britannique prend alors possession des lieux et constate les dégâts. Quelques photos du village, prises le 26 juillet 1917, sont conservées à l'Imperial War Museum de Londres. La guerre terminée, au retour des Rodaldiens, réintégrés, nom donnés aux habitants revenant chez eux, le village n'est plus qu'un champ de ruines. De la mairie, de l'église, il ne reste plus que des tas de cailloux. Les habitations et corps de ferme, seuls quelques pans de murs subsistent encore. Des baraquements en tôle, provisoires, quelques cabanons en bois, de type Adrian, sont mis à la disposition des habitants. L'église, elle aussi provisoire, sera bâtie rue de l'Arbrelotte, en ces mêmes matériaux. En voici l'extérieur, une sortie de messe, et l'intérieur, où l'on voit le maître-autel. La vie reprend son cours. Le café Épicerie Carré, provisoire, apporte sa part d'espérance dans ce monde désolé, mais en paix. Une cité ouvrière s'érige, où tout le monde est logé à la même enseigne, de la tôle ondulée. Notre correspondant nous a commenté ce cliché. Rueilcourt, Pas-de-Calais, la villa du frère de M. Milan, assis sur les briques, une bêche à la main. 3 avril 1921. Enfin, vient la période de la reconstruction. De la place de l'Arbrelotte à la rue d'Hermie, la brique est omniprésente. Mais les travaux sont longs. Il y a tant à faire. Cette vue de la rue Roquin résume à elle seule l'état du village. Des baraquements en tôle sont présents sur la droite. La mairie, au fond,
est flambant neuve. Au frontispice y est écrit 1923. Mais la reconstruction de l'église, que l'on devrait voir à droite, n'est pas encore entreprise. Beaucoup de zones herbeuses attendent encore les bâtisseurs et entrepreneurs. Ici, la rue de l'église, sans l'église. Rue de l'Arbrelotte, le café-épicerie carré est maintenant en briques. Bicyclettes, chevaux et même une automobile stationnent déjà devant l'entrée. Vient alors le moment des inaugurations. Le 20 septembre 1926, c'est au tour du monument aux morts, où les noms des 27 morts pour la France et des 7 victimes civiles du village y sont gravés dans la pierre. L'amicale scolaire de Rueilcourt, conduite par son instituteur, honorera ses héros. Derrière le monument aux morts, l'église sera inaugurée quelque temps plus tard. En voici la nef et l'autel. Tout n'est pas terminé, mais c'est quand même la renaissance du village. La brique, abondante dans la région, agencée avec élégance, égaiera les nouvelles constructions que l'on nommera pudiquement de style art déco, régional. La mairie, sur cette vue, en est un excellent exemple. Le cimetière, jadis situé autour de l'église, sera déplacé à l'extérieur du village, route de Metz en couture. Son mur d'entrée et son portail ont aussi des allures art déco. La tradition est respectée. Les mouchoirs de Cambrai sont de nouveau fabriqués au village. Le tissage, maintenant Florimont-Peunier, est reconstruit sur la commune. La sirène retentit de nouveau, afin d'avertir les ouvriers de l'ouverture des portes. Si vous souhaitez acheter des cartes postales du village, toute une collection est en vente au café-épicerie de l'Arbrelotte. En voici les principales. Monsieur Fernand Carré, horticulteur, fait aussi imprimer des cartes postales commerciales. Une nouvelle série de clichés colorisés sera éditée après la Seconde Guerre mondiale. Peu après 1950, le café Tabac Le Loir, rue de la Place, fera éditer de vraies photographies. Pour clore cette présentation, souvenirs
et Amitié de Rueillecourt.